présenter, je vais simplement dire un petit mot de réel de logos qui sont associés à cette présentation. En fait, nous avons saisi l'opportunité finalement de ce colloque pour engager une réflexion, Christophe et moi, au démarrage d'un programme de recherche. Donc on ne va pas vous présenter véritablement des résultats de recherche, mais plutôt une réflexion qui se fixait pour objectif de croiser des regards dans l'interdisciplinarité, donc entre la socio-économie et l'écologie forestière, et donc tout en ayant en arrière-plan évidemment de contribuer à ce questionnement sur le capital environnemental, de se poser notre propre cadre de réflexion dans la perspective de notre programme de recherche. Programme de recherche WIGEF, PSDR, j'expliquerai tout à l'heure peut-être, je reviendrai sur ce cadre un peu particulier des programmes PSDR. WIGEF, ça signifie outils en vue de gestion concertée des forêts. Voilà. Donc il sera un petit peu question de forêt aussi. Alors, je vais peut-être faire une petite introduction finalement assez courte pour finalement revenir sur cette notion d'environnement. Alors j'ai mis dimension environnementale, peut-être pour ne pas utiliser champ, parce que il semble qu'il y a une proposition qui est faite et qui a été déjà posée sur le champ environnemental. Je ne sais pas exactement si je peux m'approprier cette proposition-là, donc je vais rester un petit peu en retrait dans un premier temps. Et considérer en tout cas, quelle que soit la terminologie qu'on adopte, on est face à un problème qui tient sans doute à une double difficulté. La difficulté, c'est que cette notion d'environnement, il va falloir s'entendre dessus, elle est porteur d'une sémantique complexe. Ensuite, autre difficulté, c'est qu'elle a peut-être un statut sensiblement différent selon les approches qu'on peut retenir, selon qu'on va accoler environnement un qualificatif, naturel, rural, urbain, je ne sais, ou selon qu'on va l'utiliser en tant que qualificatif d'une ressource, d'un capital, d'un actif, d'un service, etc. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, donc je pense que c'est une notion qui est évolutive, alors on l'attrape maintenant, il faut avoir peut-être un peu de recul de ce qu'elle a pu avoir comme parcours. Les Debussot nous disent qu'elle a eu un parcours sémantique compliqué, alors on ne va pas peut-être le décrire dans toute sa complexité, mais en tout cas revenir sur une périodisation de ce parcours qui peut-être nous amènera à faire une proposition, je ne sais pas si elle arrivera au bon moment dans la démarche entreprise à l'occasion de ce colloque, mais une proposition d'approche intégrée qui permettrait de renouveler peut-être ce qu'a pu être à une autre époque, d'autres approches qui pouvaient se définir aussi du point de vue de l'intégration. Donc, juste pour finir avec deux remarques à propos de cette question d'intégration, je voudrais vous faire une proposition de définition. Donc l'intégration comme processus par lequel les humains transforment les mondes biophysiques en environnement et par lesquels des problématiques de ces mondes se signalent dans le monde précédemment transformé. Je pense qu'on est en fait plutôt à raisonner des interactions. C'est comme ça qu'on voit les choses, Christophe et moi, dans un premier temps. Donc ça, c'est une première chose, raisonner des interactions et raisonner aussi finalement une acception plutôt récente de l'environnement comme ce qu'on peut appeler être un environnement englobant. Je crois que ça a déjà été effectivement évoqué. Raisonner la relation englobant-englobé. Et donc, voilà, vous allez voir qu'on a un petit peu joué avec ça finalement, mais sans, c'est une précaution que je prends, sans penser la hiérarchie des choses au départ. Voilà, ça reste, même si nos représentations peuvent laisser penser qu'il y a une hiérarchie, c'est pas exactement notre intention. Donc on a prévu une intervention à deux voix en 3 temps. Dans un premier temps, je vais essayer d'être malgré tout assez brève,
et je renverrai plutôt un autre papier pour reprendre les grandes étapes de l'héritage conceptuel, donc un temps un peu épistémologique. Un deuxième temps, où, là c'est plutôt Christophe finalement qui vous présentera l'approche intégrée, donc qui est dans un premier temps qu'on peut faire valoir comme une combinaison de visions dans une perspective systémique. Et puis un troisième temps où on essaiera, à partir de la ressource territoriale, de trouver prise sur cette question de l'intégration, et notamment à partir de l'exemple des ressources forestières. Alors, pour donc aborder le premier temps, on a formulé ça à travers un petit schéma en 3 phases, c'est assez simplificateur, mais ça devrait suffire pour situer notre proposition. Donc un schéma qui propose donc de partir des lectures sociétales de la réalité biophysique, donc en considérant finalement qu'au cours du temps, cette lecture a évolué pour passer d'une période qu'on a qualifiée d'ancienne intégration, qui a en gros prévalu jusqu'au XVIIIe siècle, à une phase qu'on a qualifiée de lecture par la disjonction, elle-même en vision critique de la période précédente, qualifiée parfois d'archaïque, mais à laquelle se substitue, à nos yeux, est en train de se substituer ce qu'on a désigné comme une nouvelle phase d'intégration, où la lecture de l'environnement est envisagée, non pas comme une réalité extérieure à l'homme, et donc comme une réalité avec laquelle, de manière coévolutive, l'homme doit évoluer. Alors je vais vous présenter donc très rapidement chacune de ces périodes. L'ancienne intégration, elle réfère en fait à cette vision jusqu'au XVIIe siècle d'un ordre qu'on a appelé l'ordre de la nature-terre. Je renvoie à notre papier là pour expliciter davantage ce qu'on entend par là, mais où en gros finalement on ne peut envisager la reproduction des activités économiques physiquement indépendamment du cadre dans lequel elles s'élaborent et au détriment de ce cadre. Cet ordre de la nature-terre, il recouvre aussi bien ce que les physiocrates peuvent y mettre que ce qu'on peut lire dans les travaux de Galilée ou encore dans une certaine conception divine du fonctionnement des sociétés en rapport avec la nature. Donc tout ceci finalement s'impose aux sociétés humaines et va être l'objet au moment du siècle des Lumières d'une reformulation sous la forme sans doute peut-être assez explicitement de la substitution du droit naturel au droit divin, de la mise en avant de la nature par des représentations portées par notamment le romantisme, d'une nature objet d'exaltation, d'une nature source de sens, etc., donc Rousseau, mais aussi du point de vue des lectures économiques. Je fais un parallèle peut-être un peu hasardeux, mais on peut trouver de la même façon dans les travaux des physiocrates une acception très positiviste finalement de ce que peut être la nature-terre comme fonction matricielle, faisant émerger un produit net qui va être lui-même source d'enrichissement et d'agrément de la vie. Ça m'amène en fait à une première disjonction à partir du XVIIIe siècle, où avec la montée des thèses humanistes, la montée des sciences de manière plus générale, l'homme finalement est placé par ses connaissances, par l'acquisition de ses connaissances, en surplomb en quelque sorte des objets qu'il observe, et donc la nature finalement devient objet d'une intelligibilité à conférer. On va distinguer un deuxième temps, une nouvelle disjonction qui succède à celle-ci, celle associée à la révolution industrielle à partir du XVIIIe siècle, avec l'imposition d'un nouvel ordre, celui du marché, qui impulse la création de nouveaux systèmes économiques
Donc on a une forme finalement d'autonomisation de la sphère économique qui va donc se découpler de celle du social, découplage du même coup aussi des processus d'enrichissement, de croissance, de la réalité physique et ontologique de la nature-terre. Donc la nature-terre perd son acception globale, intégratrice des sociétés et de leurs activités. Une rupture s'installe entre l'ancien et le nouvel ordre, l'ordre marchand, qui se traduit d'un point de vue conceptuel et sémantique, en fait, par la substitution d'une référence à la nature-terre à celle d'un milieu environnant, à la fin du XVIIIe siècle. Alors ça nous amène en fait à questionner ce qui va fonder cette nouvelle articulation de la relation des activités à l'environnement. Et là je vais me référer en fait au paradigme néoclassique qui va apporter tout un ensemble d'explicitation de cette relation, comme donc un environnement collection de biens traité du point de vue de la problématique générale de leur allocation en fonction de préférences des agents. Donc ce raisonnement néoclassique s'appuie sur un postulat, celui de l'état connu et potentiellement mobilisable de biens environnementaux et des services qu'ils remplissent. Alors j'en viens du coup à l'explicitation d'un certain nombre de notions qui, me semble-t-il, doivent être posées pour aborder celle de capital environnemental, puisque on pourrait, notamment avec la notion de capital total, envisager, finalement par la proximité des termes, une contribution du capital environnemental à ce capital total, qui est lui-même la déclinaison finalement de ces actifs naturels pris en charge dans la théorie néoclassique, donc considérés en stock et mobilisables à partir d'une fonction d'utilité, enrichi par la notion de capital naturel qui va évaluer les effets associés aux usages et donc envisager de compenser éventuellement lorsque ces effets sont négatifs, et finalement avec la notion de capital total avoir la possibilité à partir d'un socle commun des formes de capitaux d'envisager la possibilité de leur substitution, c'est-à-dire de pouvoir passer de l'un à l'autre. Alors je ne sais pas si cette notion de substitution est à mettre en parallèle avec celle de convertibilité dont il a été question tout à l'heure. J'ai noté avec un point d'interrogation, c'est une question pour moi intéressante dans le sens où il y aurait peut-être effectivement à clarifier là aussi, dans la mesure où ce qui est derrière cette perspective de substitution, c'est la possibilité finalement par des solutions de compensation de traiter des pertes et des dégradations, mais en s'appuyant sur les logiques de régulation par le marché. Et donc, il n'est pas sûr que ce soit une réponse qui satisfasse à toutes les difficultés aujourd'hui qu'on a en matière de gestion des ressources. Et que donc, nous arrivons à cette troisième étape, celle de l'intégration, où finalement, notre proposition serait de revenir, alors pas du tout à l'intégration dans l'acception qui a prévalu jusqu'au XVIIe siècle, mais en lien avec des choses d'ailleurs qui ont été évoquées dans les précédentes communications, en lien avec une appréhension globale des problématiques aujourd'hui posées en termes de crise environnementale qui se succèdent, de changements en cours annoncés à des échelles qui sont devenues multiples, et donc de la nécessité de trouver le bon niveau d'appréhension de tout ça, à partir d'une conception intégrée, donc à la fois des activités économiques et des activités sociales au sens large, au sein de la biosphère. Donc une nouvelle intégration, pour la décrire, nous avons eu recours aux travaux de René Passet, certes un peu anciens, mais malgré tout, me semble-t-il encore opératoire, selon laquelle les activités humaines se situent et agissent dans l'ensemble des régulations naturelles dont le respect conditionne la survie des sociétés. Voilà, ça va me permettre peut-être de laisser maintenant la parole à Christophe pour vous en dire un peu plus sur cette approche intégrée. Effectivement, à partir de ce terme de capital environnemental, nous avons échangé, et à partir de nos propres référents
Donc, le projet qui est le nôtre dans un organisme comme l'USTA, il est cette réintégration, de réinsérer donc les activités humaines dans un cadre environnemental sans le détruire. Alors pour ça, je pense qu'il faut prendre différents regards sur cette représentation générale de trois sphères emboîtées là, que nous a montré Véronique. Donc la vision anthropocentrée, on connaît bien, hein, qui part des activités humaines, qui les étudie et qui se sert dans le milieu naturel et puis qui aussi se décharge aussi d'excédents, représente une vision donc, dont on cherche à s'écarter maintenant. Alors la deuxième vision, on la connaît, qui est la vision biocentrée, langage écolo, donc je représente un peu, qui se focalise donc, sur les biens naturels et qui souhaite leur conservation, donc qui leur met une limite que ne mettait pas nécessairement une approche anthropocentrée qui se sert et puis ne voit pas nécessairement les limites de sa ressource. Bon, et l'enjeu pour nous maintenant, c'est de réconcilier ces approches. Alors il y a deux possibilités. La première, c'est l'approche systémique globale qui nous intéresse, qui m'intéresse en tant que forestier, parce que dans la mesure où on prend l'ensemble du système en compte, ça intègre la possibilité de ce qui est notre action principale, c'est la gestion. Donc là, il y a plein de flèches, et des flèches qui circulent depuis le cœur financier, si je peux dire, entre les acteurs du second cercle et dans les mécanismes des écosystèmes, en l'occurrence ici, la forêt dans ma pratique quotidienne, et d'une façon générale pour la gestion de l'environnement, s'appuyer sur les mécanismes naturels, les intégrer dans une action, ce qu'une approche plus anthropocentrée ne prévoit pas finalement. Alors deuxième vision, et il m'a semblé que c'était celle du capital environnemental quand j'ai lu l'appel à communication. Donc voilà, comme on a essayé de réfléchir à partir de ces deux mots, on a pu vaticiner un petit peu loin des concepts qui viennent de nous être présentés, mais on vous dit comment ça a résonné. Et moi je l'ai ressenti comme une approche effectivement fondamentalement anthropocentrée, mais concentrée sur cette interface entre les activités humaines et puis cette composante biophysique, donc, et dans sa composante perçue. Donc on se trouve effectivement sur l'interface, et puis on se pose la question, d'utiliser cette interface comme une sorte de miroir pour, à partir de cet objet-là, construire de la valeur, construire du territoire, construire de la société. Alors, la suite de la réflexion, mais bon, c'était la règle du jeu, hein, c'était de partir librement sur la suggestion de ces deux mots, était comment reconstruire cette intégration, éventuellement à partir de cette interface du capital environnemental, ou en cherchant à produire peut-être des passages plutôt entre une sphère à l'autre. Alors, je me suis référé un peu à la construction locale. Qu'au fond, cette réinsertion ne pouvait pas être conçue de façon trop globale, qu'il fallait repartir du local, et que dans la pratique quotidienne, finalement, on est à essayer de réorganiser à toutes les échelles cette imbrication entre les activités humaines et puis une nature dont on cherche aujourd'hui à se rapprocher un peu à tout niveau, avec des fonctions qui sont différenciées, hein, sur la production à l'extérieur, la production, l'échange, mais qui se déclinent à diverses échelles, que ce soit à l'échelle d'un village ou d'un quartier et de sa communauté, et puis des espaces qui autour, des cercles concentrés autour d'une ville, ou beaucoup plus localement, une maison, une famille et un jardin. Que quelque part, le travail nouveau tel qu'il s'organise pour nous, gestionnaires de l'environnement, il est de travailler cette intégration à multiples échelles pour créer, si je peux dire, des surfaces de contact maximales.
ce qui rejoint peut-être cette idée-là de constituer de la valeur par mise en contact. Alors, pour revenir à mon objet quotidien qui est la forêt, en effet, c'est déjà un objet qui est très fractal, c'est-à-dire très anastomosé, et qui finalement percole entre les espaces clairement naturels, non anthropisés, et puis les espaces habités. Et le travail, je pense, de reconstruction et de réintégration de l'activité humaine dans un ensemble humain harmonisé, il est bien de créer cette porosité, cette ramification finalement entre les deux extrêmes du sauvage et de l'urbain. Oui, donc, alors, dans cette perspective, en fait, on a envisagé de mobiliser la notion de ressources territoriales. Elle était évoquée dans la proposition à l'appel à communication. Elle nous paraît être un angle d'entrée pertinent à bien des égards, mais avec des limites aussi. Donc, je vais essayer en quelques mots de vous faire percevoir l'un et l'autre. La dimension pertinente, c'est qu'en fait, c'est effectivement par cette notion-là, je ne sais pas s'il faut évoquer son parcours, mais pour faire vite, elle est née, disons, pour le coup, vraiment dans le cadre de la recherche-action, au sens des programmes PSDR pour et sur le développement régional. Elle a été travaillée par des équipes grenobloises, Bernard Pecker, Amélie Millard, bien avant encore Gabriel Colettis. Donc il y avait en fait souhaité, à partir d'un premier modèle, peut-être que certains l'ont croisé, le modèle des paniers de biens, mettre en avant finalement autour de la valorisation de certains biens, ce qu'ils ont appelé dans un premier temps l'écrin, pour qualifier finalement le cadre dans lequel ces biens trouvaient à se valoriser. Donc ce premier modèle a été très intéressant du point de vue de l'action et a été pas mal repris notamment par les parcs pour justifier à travers le rôle de cet écrin dans la valorisation de biens touristiques, de biens agricoles, etc., de justifier l'élaboration d'une rente de qualité territoriale, c'est-à-dire la possibilité de dégager un surplus, l'équivalent finalement d'un paiement de la qualité, la qualité d'un paysage, la qualité d'un produit valorisé dans son contexte, que les consommateurs touristes acceptent de payer, et de faire en sorte que cette rente de qualité territoriale soit réinvestie dans le territoire pour servir à nouveau finalement le maintien de la qualité. Donc ça c'était évidemment quelque chose qui parlait fortement aux acteurs des territoires en charge de faire valoir et le tourisme et le paysage et l'ensemble des ressources qu'ils peuvent mobiliser. Donc la notion de ressources territoriales est venue par la suite pour éclairer en fait de manière plus large les cadres par lesquels des ressources sont placées dans leur contexte, mais dans un contexte, alors on a évoqué ça à partir de ce petit schéma qui va effectivement amener le contenu environnemental à se valoriser dans le cadre économique et à le faire à partir de tout un ensemble de dispositifs. Donc on a essayé de recenser à propos de la forêt-bois ce que sont aujourd'hui les processus par lesquels, dans le contexte, on va dire Grenoble-Champagne, par lesquels sont en cours aujourd'hui des processus de distinction ou de singularisation. Alors je ne veux pas rentrer dans le détail du tableau, ça prendra un petit peu de temps, mais en gros on distinguera des processus de type normatif, labellisation, classement, donc validant une spécificité de la ressource de l'extérieur, en quelque sorte, et puis d'autres processus plutôt du côté de l'autoproclamation, donc de singularisation, combinant des ressources, et ce n'est pas exactement les mêmes acteurs, enfin bon, on peut retrouver des points communs entre les deux processus, mais
En gros, on a là des modalités par l'approche territoriale d'intégration dans les problématiques de valorisation telles qu'elles se déclinent du côté de l'action, je vais aussi insister là-dessus, dans les politiques publiques, territoriales. Et c'est peut-être là aussi où on rencontre les limites finalement de cette notion de ressources territoriales, dans le sens où finalement l'appréhension qui est faite à travers ces processus de distinction, de singularisation, est quand même assez réductrice, n'intègre pas, pour le coup, tout un ensemble d'enjeux aujourd'hui, parfois même peut aller à l'encontre de ces enjeux, hein, quand on a affaire à des processus qui sont assez limitants finalement dans leur forme normalisante. Et donc ça amène peut-être à regarder de manière précise en quoi cette notion de ressources territoriales peut contribuer et à une réflexion sur le capital environnemental et dans la perspective qu'on avait été amené ici d'une approche intégrée. Je vais du coup conclure avec finalement plutôt une proposition ouverte, hein, donc de faire valoir les interdépendances systémiques entre sociétés et leur environnement, donc de faire valoir la question territoriale à travers ça, peut-être vers une ressource environnementale, je ne sais pas, j'ai pas eu le temps en fait d'explorer complètement cette piste-là. Et puis donc d'envisager l'approche socio-écosystémique comme cadre pour penser la coévolution, pour penser l'évolution combinée en fait des sociétés et de leurs ressources. Et c'est précisément ce qui nous manque aujourd'hui, me semble-t-il, et de mettre tout ça dans une perspective temporelle, projective, en termes donc de trajectoire. Voilà. Merci.